Une bombe vient d'exploser à Abidjan, et le monde entier est sous le choc. L'ONU vient de prendre une décision qui change tout pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, rétabli dans ses droits après des années de combat. Ouattara, complètement, humilié sur la scène internationale. Cette décision historique bouleverse l'équilibre politique ivoirien, et personne ne s'y attendait. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, laissez un like maintenant, et abonnez-vous parce que cette histoire est explosive et vous ne pouvez pas la manquer. Dans les couloirs feutrés du Palais de la Nation à Abidjan, une nouvelle venue de Genève a provoqué un séisme politique sans précédent. L'Organisation des Nations Unies, cette institution mondiale censée incarner l'impartialité et la justice internationale, vient de prendre une décision qui bouleverse l'échiquier politique ivoirien. Le président en exercice se retrouve confronté à une réalité qu'il n'avait certainement pas anticipée. Les instances internationales remettent en question la légalité des restrictions imposées à son principal rival politique. Cette décision ne constitue pas simplement un avis consultatif, mais une véritable injonction qui place le pays devant ses responsabilités internationales. Les chancelleries occidentales, habituées à dicter les règles du jeu politique africain, observent avec inquiétude ce qui pourrait représenter un dangereux précédent pour leurs intérêts stratégiques. Le vent tourne, et avec lui toute l'architecture politique qui semblait pourtant solidement établie depuis plus d'une décennie. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, cette instance technique souvent ignorée du grand public, vient de démontrer toute sa puissance normative. Composé d'experts indépendants chargés de surveiller l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce comité a examiné méticuleusement le dossier qui lui était soumis. Les juristes internationaux ont épluché chaque document, analysé chaque argument, comparé la situation ivoirienne aux standards universels des droits humains. Leur conclusion est sans appel. Les droits politiques fondamentaux d'un citoyen ont été bafoués, en violation flagrante des engagements internationaux souscrits par l'État ivoirien. Cette analyse juridique rigoureuse ne laisse aucune place à l'interprétation politique ou aux considérations d'opportunité. Le droit international public, cette branche du droit souvent méconnue mais ô combien puissante, vient de rappeler aux États qu'ils ne peuvent pas impunément violer les conventions qu'ils ont ratifiées. Les implications de cette décision dépassent largement les frontières ivoiriennes et concerne l'ensemble du continent africain. L'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue le fondement juridique de cette décision historique. Ce texte, adopté dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l'homme, garantit à chaque citoyen le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes et au suffrage universel. Ces droits ne peuvent être suspendus arbitrairement par les autorités nationales, sous prétexte de décisions judiciaires controversées. Le comité a souligné que toute restriction à ces droits doit être strictement proportionnée, légale et nécessaire dans une société démocratique. Or, dans le cas examiné, les experts internationaux ont constaté que ces conditions n'étaient manifestement pas réunies. La privation des droits politiques apparaît comme une sanction disproportionnée qui viole les standards internationaux en matière de droits humains. Cette analyse juridique minutieuse place désormais l'État ivoirien face à ses obligations internationales, qu'il ne peut ignorer sans risquer son isolement diplomatique. La plainte déposée devant les instances onusiennes constitue un chef-d'œuvre de stratégie juridique internationale. Rédigée par une équipe d'avocats spécialisés en droit international public, elle démontrait méthodiquement comment les procédures nationales avaient violé les droits fondamentaux garantis par les traités internationaux. Chaque argument était étayé par une jurisprudence solide, chaque violation documentée avec précision. Les juristes ont invoqué non seulement le pacte international, mais également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les principes généraux du droit international coutumier. Cette approche multidimensionnelle rendait la position juridique pratiquement inattaquable. Le dossier comprenait des centaines de pages de preuves, de témoignages, d'analyses comparatives avec d'autres situations similaires à travers le monde. Les experts du comité ont été impressionnés par la rigueur de l'argumentation et la solidité des preuves présentées. Cette victoire juridique représente bien plus qu'un simple succès procédural.
Elle constitue une réaffirmation éclatante de la primauté du droit international sur les arrangements politiques nationaux. Les coulisses de cette bataille diplomatique révèlent l'intensité des pressions exercées de toutes parts. Pendant des mois, des émissaires ont multiplié les voyages entre Abidjan, Genève, Paris et Bruxelles pour tenter d'influencer le cours des événements. Les capitales occidentales, traditionnellement influentes dans les affaires ivoiriennes, ont mobilisé leur réseau pour éviter ce qu'elles percevaient comme une catastrophe annoncée. Des contacts discrets ont été établis avec certains membres du comité, des dossiers concurrents ont été présentés, des pressions diplomatiques exercées. Mais les experts du comité, jaloux de leur indépendance et conscients de leur responsabilité historique, ont résisté à toutes les tentatives d'ingérence. Ils ont maintenu le cap de l'analyse juridique objective, refusant de céder aux considérations politiques. Cette intégrité professionnelle honore l'institution onusienne et démontre que le droit international peut encore servir de rempart contre l'arbitraire politique. La victoire du droit sur la réelle politique constitue un moment rare et précieux dans l'histoire diplomatique contemporaine. L'onde de choc provoquée par cette décision se propage désormais à travers tout le continent africain. D'autres dirigeants qui ont utilisé la justice comme instrument de neutralisation politique observent avec nervosité ce précédent dangereux pour leur pouvoir. Les opposants politiques, emprisonnés ou exilés dans de nombreux pays africains, voient dans cette décision une lueur d'espoir et un modèle à suivre. Les organisations de défense des droits humains saluent cette victoire comme une avancée majeure dans la lutte pour la démocratie et l'état de droit en Afrique. Les juristes constitutionnalistes africains analysent minutieusement les implications de cette décision pour leurs propres systèmes juridiques nationaux. Cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans les relations entre droit international et souveraineté nationale sur le continent. Elle pose la question fondamentale de savoir jusqu'où les États peuvent manipuler leur système judiciaire à des fins politiques sans encourir les foudres de la communauté internationale. La réponse du Comité des droits de l'homme est claire. Il existe des limites que même les souverainetés nationales ne peuvent franchir impunément. Les implications pour le système politique ivoirien sont considérables et potentiellement déstabilisantes. Le pouvoir en place se trouve désormais confronté à un dilemme cornélien. Soit respecter la décision onusienne et accepter le retour dans l'arène politique de celui qui fut son adversaire le plus redoutable, soit défier ouvertement les instances internationales au risque de l'isolement diplomatique et des sanctions. Chaque option comporte des risques politiques majeurs et pourrait précipiter le pays dans une nouvelle phase d'instabilité. Les stratèges du régime travaillent jour et nuit pour trouver une voie de sortie honorable qui permettrait de sauver la face, tout en limitant les dégâts politiques. Les scénarios envisagés vont de la réforme constitutionnelle d'urgence à la convocation d'un dialogue national, en passant par des manœuvres juridiques complexes destinées à gagner du temps. Mais tous les experts s'accordent à dire qu'il sera impossible d'ignorer complètement la décision onusienne sans en payer un prix politique considérable. Le compte à rebours a commencé et chaque jour qui passe rend la situation plus délicate pour le pouvoir établi. La population ivoirienne, fatiguée par des années de tensions politiques et de divisions, observe ces développements avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Dans les marchés d'Abidjan, dans les plantations de cacao de l'Ouest, dans les quartiers populaires de Bouaké, les discussions vont bon train sur les conséquences possibles de cette décision internationale. Certains y voient l'opportunité d'une réconciliation nationale authentique, d'autres craignent une résurgence des violences qui ont marqué l'histoire récente du pays. Les jeunes en particulier aspirent à tourner la page des conflits du passé et à construire un avenir de prospérité et de stabilité. Ils rejettent massivement la politique de division ethnique et régionale qui a empoisonné la vie publique pendant trop longtemps. Cette génération nouvelle, connectée au monde et aspirant à la modernité, refuse d'être prise en otage par les querelles des anciens. Elle réclame une refondation complète du système politique ivoirien, basée sur la compétence, l'intégrité et la vision plutôt que sur l'appartenance ethnique ou les allégeances clientélistes. La décision onusienne pourrait bien offrir l'occasion de cette refondation tant attendue. Le droit international des droits humains n'est pas une construction théorique abstraite, mais un ensemble de normes contraignantes. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, la communauté internationale a élaboré un corpus
Juridique sophistiqué. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques constitue la pierre angulaire de ce système normatif. Adopté sous l'égide des Nations Unies, ce traité lie juridiquement tous les États qui l'ont ratifié. Parmi ses dispositions fondamentales figure le droit de participer aux affaires publiques de son pays. Ce droit comprend l'éligibilité aux fonctions électives et la possibilité de voter librement. Les restrictions à ce droit ne peuvent être imposées que dans des circonstances exceptionnelles strictement définies. Elles doivent être prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but légitime poursuivi. Le Comité des droits de l'homme veille au respect de ces principes par les États parties. Cet organe composé d'experts indépendants examine les plaintes individuelles contre les violations du pacte. La procédure suivie dans l'affaire ivoirienne illustre le fonctionnement de ce mécanisme de protection internationale. L'ancien président, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, avait déposé une communication individuelle auprès du comité. Ce recours est ouvert à toute personne estimant que ses droits garantis par le pacte ont été violés. La requête devait démontrer l'épuisement des voies de recours internes disponibles dans le pays concerné. Elle exposait en détail les violations alléguées et leurs conséquences sur les droits du plaignant. Le comité avait ensuite demandé à l'État ivoirien de fournir ses observations et justifications. Un dialogue écrit s'était engagé entre les parties pendant plusieurs mois. Les juristes représentant l'ancien président avaient méthodiquement réfuté les arguments gouvernementaux. Ils avaient démontré que les restrictions imposées n'étaient ni légales, ni nécessaires, ni proportionnées. Le comité avait finalement conclu à la violation de l'article 25 du pacte. Cette conclusion, fruit d'une analyse juridique rigoureuse, engageait la responsabilité internationale de l'État. Les conséquences juridiques de cette décision dépassaient le cadre purement symbolique ou moral. Selon le droit international coutumier, un État doit réparer les violations qu'il a commises. Cette réparation doit être adéquate, effective et proportionnée au préjudice subi. Dans le cas présent, la restitution intégrale des droits politiques constituait la seule réparation possible. L'État ivoirien devait prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exercice effectif de ses droits. Cela incluait la levée de toute interdiction de candidature aux élections présidentielles. Les obstacles juridiques ou administratifs empêchant cette participation devaient être supprimés sans délai. Le refus de se conformer à cette obligation exposerait le pays à des conséquences diplomatiques sérieuses. Les instances onusiennes pourraient saisir le Conseil des droits de l'homme de cette situation. Des procédures spéciales pourraient être déclenchées pour examiner la situation globale des droits humains dans le pays. Les partenaires internationaux pourraient conditionner leur aide au respect des engagements juridiques internationaux. L'histoire du droit international regorge d'exemples où les décisions des organes onusiens ont provoqué des changements politiques majeurs. Les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme ont contraint de nombreux États à modifier leur législation. Les conclusions du Comité des droits de l'homme ont abouti à la libération de prisonniers politiques dans plusieurs pays. Ces mécanismes internationaux fonctionnent comme des garde-fous contre l'arbitraire des pouvoirs nationaux. Ils incarnent l'idée que certains droits transcendent les frontières et les souverainetés. La communauté internationale s'est dotée de ces instruments après les horreurs du XXe siècle. L'objectif était de prévenir la répétition des atrocités rendues possibles par l'absence de contrôle international. Les États ont accepté de soumettre leur conduite à un examen externe indépendant. Cette limitation volontaire de souveraineté constitue un progrès civilisationnel majeur. Elle témoigne de la reconnaissance que l'individu possède des droits opposables même à son propre État. La décision concernant l'ancien président ivoirien s'inscrit dans cette longue tradition humaniste. Le parallèle avec la situation sud-américaine évoquée précédemment mérite un examen approfondi. L'ancien président brésilien avait été condamné pour corruption dans des conditions juridiquement contestables. Son emprisonnement l'avait empêché de se présenter aux élections alors qu'il était le favori des sondages. Les instances judiciaires internationales avaient finalement reconnu que son procès avait été partial et injuste. Le juge qui l'avait condamné avait ensuite rejoint le gouvernement né de cette élection, révélant un conflit d'intérêts manifeste.
La Cour suprême brésilienne avait fini par annuler toutes les condamnations, reconnaissant leur caractère politique. L'ancien président, libéré et réhabilité, avait remporté les élections suivantes avec une large majorité. Ce scénario démontrait qu'une injustice judiciaire ne peut indéfiniment empêcher l'expression de la volonté populaire. Les similitudes avec le cas ivoirien étaient frappantes. Un leader populaire écarté par des moyens judiciaires douteux. Les deux situations révélaient l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Les deux hommes avaient finalement obtenu une forme de réhabilitation juridique internationale. Les juristes africains observaient ces développements avec un intérêt particulier et une satisfaction non dissimulée. Pendant trop longtemps, le continent avait été le théâtre d'innombrables violations des droits politiques. Les coups d'État, les exclusions arbitraires, les emprisonnements politiques avaient jalonné l'histoire post-coloniale. Les instances internationales semblaient souvent impuissantes ou peu disposées à intervenir efficacement. Les grandes puissances soutenaient fréquemment des régimes autoritaires pour des raisons géopolitiques. Les principes démocratiques et les droits humains cédaient devant les intérêts stratégiques. La décision onusienne dans l'affaire ivoirienne marquait peut-être un tournant dans cette dynamique. Elle démontrait que le droit international pouvait effectivement protéger les droits politiques en Afrique. Les avocats spécialisés dans la défense des droits humains y voyaient un précédent exploitable. D'autres leaders politiques africains injustement écartés pourraient désormais suivre cette voie juridique. Un nouveau front s'ouvrait dans le combat pour la démocratie et l'état de droit sur le continent. Les implications pratiques de cette décision soulevaient néanmoins de nombreuses questions complexes. Comment l'État ivoirien pourrait-il concrètement se conformer à ses obligations internationales? Les autorités judiciaires nationales accepteraient-elles de réviser leur position antérieure? Le Conseil constitutionnel devrait-il modifier sa jurisprudence concernant l'éligibilité présidentielle? Les textes législatifs contradictoires avec la décision onusienne devraient-ils être amendés? Quelle instance nationale aurait la responsabilité de mettre en œuvre cette décision internationale? Le président actuel pourrait-il promulguer les mesures nécessaires sans perdre sa propre légitimité politique? Ces interrogations alimentaient les débats dans les cercles juridiques et politiques du pays. Les experts constitutionnels proposaient différentes voies de mise en conformité avec le droit international. Certains suggéraient une révision constitutionnelle pour clarifier la primauté des engagements internationaux. D'autres préconisaient une interprétation extensive des textes existants pour les rendre compatibles avec la décision onusienne. La doctrine juridique de la primauté du droit international sur le droit interne trouve ses racines dans les principes fondamentaux du système international. Les États ne peuvent invoquer leurs droits internes pour justifier la violation de leurs engagements internationaux. Ce principe, consacré par la Convention de Vienne sur le droit des traités, s'applique sans exception. Un État qui ratifie un traité international accepte d'aligner sa législation sur ses obligations conventionnelles. En cas de conflit entre une norme interne et une norme internationale, cette dernière doit prévaloir. Les juridictions nationales sont tenues d'appliquer directement le droit international dans leurs décisions. Cette hiérarchie des normes constitue le fondement même de l'ordre juridique international. Sans elle, les engagements internationaux n'auraient aucune effectivité réelle. Les États pourraient impunément violer leurs obligations en invoquant leur souveraineté nationale. Dans le cas ivoirien, ce principe s'appliquait avec une force particulière. La décision du Comité des droits de l'homme devait s'imposer aux autorités nationales, quelle que soit leur réticence politique. Au-delà des arguties juridiques et des manœuvres diplomatiques, se jouait un drame profondément humain et populaire. L'ancien président n'était pas simplement une figure abstraite du droit international, mais un symbole vivant pour des millions de personnes. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, son image ornait encore de nombreux murs et commerces. Les marchandes du grand marché de Treichville évoquaient avec nostalgie la période où ils dirigeaient le pays. Elles se souvenaient d'une époque où leur pouvoir d'achat était supérieur et l'espoir tangible. Les jeunes sans emploi voyaient en lui l'incarnation d'une résistance face aux forces qu'ils rendaient responsables de leurs difficultés. Les intellectuels progressistes saluaient son discours panafricaniste et anti-impérialiste.
Les paysans des régions rurales gardèrent le souvenir des programmes de développement agricole de son époque. Cette popularité persistante, malgré les années et les persécutions, constituait un phénomène politique remarquable. Elle témoignait d'un lien profond entre cet homme et une partie significative de la population ivoirienne. Les rassemblements populaires en faveur de l'ancien président se multipliaient depuis l'annonce de la décision onusienne. Des foules enthousiastes se réunissaient spontanément dans les principales villes du pays. Les militants arborèrent des t-shirts à son effigie et brandissaient des banderoles réclamant son droit de se présenter. Les slogans scandés témoignaient d'une détermination farouche à voir triompher ce qu'ils considéraient comme la justice. Les forces de l'ordre observaient ces manifestations avec nervosité, mais n'osaient pas intervenir brutalement. Toute répression risquait d'embraser le pays et d'attirer l'attention internationale sur la situation. Les organisateurs de ces rassemblements appelaient à la discipline et au calme pour éviter les provocations. Ils voulaient démontrer que le soutien populaire s'exprimait pacifiquement mais massivement. Les réseaux sociaux amplifiaient la portée de ces mobilisations en diffusant images et vidéos. La diaspora ivoirienne organisait des manifestations de soutien dans les capitales européennes et nord-américaines. Un mouvement transnational prenait forme, transcendant les frontières et les tentatives de censure. Face à cette mobilisation populaire, le pouvoir en place tentait de minimiser l'ampleur du phénomène. Les médias proches du gouvernement soulignaient que ces manifestations ne représentaient qu'une fraction de la population. Ils rappelaient les violences et les crises qui avaient marqué la période où l'ancien président était au pouvoir. Des témoignages de victimes présumées étaient diffusés pour raviver les souvenirs traumatiques de cette époque. L'argumentaire gouvernemental insistait sur la nécessité de tourner la page du passé pour construire l'avenir. Le retour de l'ancien président sur la scène politique risquerait de replonger le pays dans le chaos et la division. La stabilité chèrement acquise serait menacée par des ambitions personnelles irresponsables. Ces arguments trouvaient un écho dans certaines franges de la population effectivement traumatisées par les conflits passés. Les régions qui avaient soutenu le pouvoir actuel redoutaient les conséquences d'un bouleversement politique. Une fracture persistante traversait la société ivoirienne, rendant le dialogue difficile entre les camps opposés. Les leaders d'opinion, artistes et intellectuels prenaient position dans ce débat qui passionnait le pays. Certains chanteurs populaires composaient des morceaux célébrant la décision onusienne et le retour annoncé de l'ancien président. Leurs chansons diffusées massivement devenaient des hymnes pour les manifestants. D'autres artistes, plus proches du pouvoir, produisaient des œuvres appelant à la réconciliation et à l'apaisement. Les écrivains publiaient des tribunes enflammées dans lesquelles ils analysaient les enjeux de cette crise. Les universitaires organisaient des conférences-débats pour permettre l'expression des différentes sensibilités. Les réseaux sociaux bouillonnaient de discussions passionnées où s'affrontèrent les arguments des deux camps. Les influenceurs accumulaient des millions de vues en commentant chaque développement de l'actualité politique. Cette effervescence intellectuelle et culturelle témoignait de la vitalité démocratique de la société ivoirienne. Malgré les divisions, les citoyens s'appropriaient les débats et exigeaient d'être entendus par leurs dirigeants. La question de la réconciliation nationale se posait avec une acuité renouvelée dans ce contexte tendu. De nombreuses voix s'élevaient pour rappeler que le pays avait besoin de paix plus que de revanche. Les traumatismes du passé ne pourraient être guéris par de nouveaux affrontements politiques. Des personnalités religieuses proposaient leur médiation pour favoriser un dialogue constructif entre les camps opposés. Certains suggéraient la tenue d'une conférence nationale pour refonder le pacte républicain. D'autres prônaient la mise en place d'une commission vérité et réconciliation pour faire la lumière sur les violences passées. Ces initiatives se heurtaient à la méfiance réciproque accumulée pendant des années. Les partisans de l'ancien président réclamaient d'abord la justice avant toute réconciliation. Ils refusaient que la paix serve de prétexte pour maintenir l'impunité des responsables de persécutions. Les soutiens du gouvernement craignaient que la vérité historique ne serve à les stigmatiser et les exclure. Cette impasse illustrait la difficulté de construire une nation unie après des années de division profonde. L'Église catholique et les organisations musulmanes jouaient un rôle important dans les tentatives d'apaisement. Les sermons des vendredis et des dimanches
appelaient régulièrement à la fraternité et au pardon. Les guides religieux rencontraient discrètement les leaders politiques pour encourager le dialogue. Ils rappelaient que les valeurs spirituelles transcendaient les clivages partisans. Leur autorité morale leur permettait de dire des vérités que les politiciens ne pouvaient exprimer publiquement. Dans certaines régions, des imams et des prêtres organisaient des rencontres interconfessionnelles pour promouvoir la coexistence pacifique. Ces initiatives, bien que modestes, contribuaient à maintenir des espaces de dialogue dans une société polarisée. Les chefs traditionnels ajoutaient leur voix à ces appels à la sagesse et à la modération. Ils puisaient dans le patrimoine culturel africain pour rappeler les valeurs de consensus et de palabre. Leur légitimité ancestrale leur conférait une influence particulière auprès des populations rurales. Ces forces sociales constituaient un rempart précieux contre la tentation de la violence et de la radicalisation. La jeunesse ivoirienne représentait un enjeu crucial dans cette confrontation politique. Une grande partie de la population avait moins de 30 ans et n'avait connu que la crise et l'instabilité. Ces jeunes réclamaient des perspectives d'avenir plus que des règlements de compte du passé. Le chômage massif les frappait particulièrement durement, alimentant frustration et désespoir. Certains voyaient dans le retour de l'ancien président une chance de changement et de renouveau. D'autres redoutaient que ce retour ne provoque de nouvelles violences dont ils seraient les premières victimes. Les réseaux sociaux permettaient à cette jeunesse de s'exprimer directement sans passer par les canaux traditionnels. Ces revendications dépassaient les clivages partisans classiques. Elles voulaient du travail, de l'éducation, des opportunités. Les politiciens qui sauraient répondre à ces aspirations concrètes gagneraient le soutien de cette génération. Ceux qui resteraient prisonniers des querelles du passé perdraient progressivement toute crédibilité. La bataille pour l'avenir du pays se jouerait en grande partie dans le cœur et l'esprit de cette jeunesse désabusée mais pleine d'énergie. La décision onusienne concernant l'ancien président ivoirien résonnait bien au-delà des frontières de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. À travers tout le continent, les militants démocrates et les défenseurs des droits humains y voyaient un précédent encourageant. L'Afrique avait trop longtemps souffert de l'impunité des violations des droits politiques et des manipulations judiciaires. Les coups d'État constitutionnels, où des dirigeants modifiaient les lois pour se maintenir au pouvoir, étaient devenus monnaie courante. Les opposants politiques étaient régulièrement emprisonnés sur des accusations fabriquées de toutes pièces. Les élections étaient truquées sous le regard complice ou indifférent de la communauté internationale. Cette décision démontrait qu'un autre chemin était possible, que le droit international pouvait effectivement protéger les citoyens. Les organisations panafricaines diffusaient largement l'information sur cette victoire juridique. Elles encourageaient les militants des autres pays à utiliser ces mêmes mécanismes internationaux. Un mouvement se dessinait pour la défense des droits politiques par les voies juridiques internationales. L'espoir renaissait que l'Afrique puisse se libérer des chaînes de l'autoritarisme et de l'arbitraire. Les intellectuels africains analysaient cette affaire dans le contexte plus large de la lutte pour la souveraineté du continent. Depuis les indépendances, l'Afrique avait rarement été maîtresse de son destin politique et économique. Les anciennes puissances coloniales avaient maintenu leur influence à travers des réseaux néocoloniaux complexes. Les institutions financières internationales imposaient des politiques économiques qui servaient rarement les intérêts des populations africaines. Les interventions militaires occidentales se succédaient sous des prétextes humanitaires ou sécuritaires. Dans ce contexte, la capacité d'un leader africain à faire valoir ses droits devant une instance internationale prenait une dimension symbolique forte. Elle démontrait que les Africains pouvaient utiliser les instruments du droit international pour défendre leurs intérêts. La souveraineté ne se limitait pas au contrôle territorial, mais incluait aussi la capacité à faire respecter ses droits. Les peuples africains n'étaient pas condamnés à subir passivement les décisions prises ailleurs. Ils pouvaient se battre juridiquement et politiquement pour faire entendre leur voix dans le concert des nations. Cette vision s'inscrivait dans une longue tradition de pensée panafricaniste remontant aux pionniers de l'émancipation africaine. Des figures historiques avaient prôné l'unité africaine comme rempart contre la domination extérieure. Elles avaient appelé à la construction d'institutions continentales fortes, capables de défendre les intérêts communs. L'Union africaine, héritière de cette vision, peinait cependant à incarner ses espérances.
Trop souvent paralysée par les divisions entre États membres, elle restait impuissante face aux crises. Les mécanismes africains de protection des droits humains manquaient de moyens et de volonté politique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était peu saisie et ses décisions rarement appliquées. Dans ce contexte, le recours aux instances onusiennes apparaissait comme une stratégie pragmatique. Il permettait de contourner la faiblesse des mécanismes continentaux pour obtenir justice. Mais il posait aussi la question de la capacité de l'Afrique à produire ses propres solutions à ces problèmes. Le débat entre souverainisme africain et universalisme des droits humains traversait les cercles intellectuels du continent. Les relations entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs se trouvaient questionnées à travers cette affaire. La France en particulier, puissance tutélaire de nombreux pays francophones, voyait son rôle scruté et critiqué. Son soutien constant au pouvoir en place en Côte d'Ivoire apparaissait désormais en contradiction avec la décision onusienne. Les bases militaires françaises présentes sur le sol ivoirien symbolisaient cette influence persistante. Les accords de coopération, souvent négociés dans l'opacité, liaient encore étroitement les économies et les systèmes politiques. Une génération nouvelle de leaders africains réclamait la renégociation de ces liens jugés inégaux et anachroniques. Les mouvements citoyens exigeaient la fermeture des bases militaires étrangères et le retrait des conseillers techniques. Les monnaies liées à l'euro étaient dénoncées comme des instruments de domination économique. Cette contestation du modèle france-africain s'amplifiait dans toute la zone d'influence traditionnelle de Paris. La question ivoirienne cristallisait ces tensions et servait de catalyseur aux revendications d'émancipation. L'issue de cette crise aurait des répercussions sur l'ensemble des relations entre l'Afrique francophone et l'ancienne métropole. D'autres puissances internationales observaient ces développements avec attention et calculaient leurs intérêts. La Chine, devenue le premier partenaire commercial du continent africain, adoptait une posture de non-ingérence. Elle se présentait comme un partenaire économique sans agenda politique, contrairement aux Occidentaux. Les États-Unis, préoccupés par la montée de l'influence chinoise, cherchaient à renforcer leurs liens avec les pays africains. La Russie tentait de réinvestir un continent où l'Union soviétique avait jadis exercé une influence importante. Ces rivalités géopolitiques se jouaient en filigrane de chaque crise africaine, dont celle de la Côte d'Ivoire. Les puissances émergentes proposaient des modèles de développement alternatifs au consensus de Washington. Elles finançaient des infrastructures sans les conditionnalités politiques imposées par les institutions occidentales. Cette multiplication des partenaires offrait aux États africains de nouvelles marges de manœuvre diplomatiques. Ils pouvaient désormais jouer les puissances les unes contre les autres pour obtenir de meilleures conditions. Cette nouvelle donne géopolitique contribuait à l'affirmation d'une souveraineté africaine longtemps étouffée par la domination occidentale. Les institutions économiques africaines prenaient également conscience de la nécessité d'une plus grande autonomie. La dépendance aux financements extérieurs et aux marchés occidentaux fragilisait les économies du continent. Les matières premières continuaient d'être exportées à l'état brut pendant que les produits manufacturés étaient importés, à prix élevés. Cette structure coloniale de l'économie appauvrissait les populations malgré l'abondance des ressources naturelles. Des voix s'élevaient pour exiger une industrialisation du continent et la transformation locale des ressources. Les projets d'intégration économique régionale, comme la zone de libre-échange continentale, suscitaient des espoirs. Ils promettaient de créer un marché intérieur suffisamment vaste pour soutenir le développement industriel. La création de monnaies régionales non liées aux devises occidentales était également discutée. Ces initiatives économiques accompagnaient la revendication d'une souveraineté politique retrouvée. L'émancipation ne pouvait être seulement juridique ou politique, mais devait aussi être économique. Le contrôle des richesses du continent par ces populations constituait la condition de tout développement véritable. La jeunesse africaine incarnait particulièrement cette aspiration à une nouvelle Afrique libre et prospère. Contrairement à leurs aînés, ces jeunes n'avaient pas connu la colonisation directe ni les premières décennies d'indépendance. Ils refusaient les excuses basées sur le passé colonial pour justifier les échecs présents. Leur exigence de bonne gouvernance et de respect des droits fondamentaux ne souffrait aucun compromis. Connectés au monde par Internet et les réseaux sociaux, ils comparaient leur situation à celle d'autres jeunes,
sur d'autres continents. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'Afrique, si riche en ressources, restait si pauvre et marginalisée. Leur impatience face aux promesses non tenues des dirigeants s'exprimait parfois par la migration massive vers l'Europe. Mais une partie croissante de cette jeunesse choisissait de rester et de lutter pour transformer leur pays. Les mouvements citoyens, les associations de la société civile, les collectifs d'artistes portèrent leur voix. Ils utilisaient les réseaux sociaux pour mobiliser, dénoncer les injustices et proposer des alternatives. Cette génération constituait un ferment de changement dont les effets se feraient sentir dans les décennies à venir. Les femmes africaines jouaient également un rôle croissant dans cette dynamique de transformation et d'émancipation. Longtemps, reléguées aux marges du pouvoir politique et économique, elles réclamaient leur juste place. Les mouvements féministes africains articulaient leurs revendications spécifiques avec les luttes plus larges pour la démocratie. Ils dénonçaient les violences sexuelles utilisées comme armes pendant les conflits. Ils exigeaient la parité dans les instances de décision et l'égalité des droits économiques. Les entrepreneurs prouvaient quotidiennement leur capacité à créer de la richesse et des emplois. Les femmes politiques qui accédaient au pouvoir démontraient souvent une plus grande intégrité que leurs homologues masculins. Cette montée en puissance féminine transformait progressivement les sociétés africaines. Elle apportait de nouvelles valeurs et priorités dans le débat public. La question de l'émancipation du continent ne pouvait être séparée de celle de l'émancipation des femmes africaines. Les deux luttes étaient intimement liées et se renforçaient mutuellement. Une Afrique libre et prospère serait nécessairement une Afrique où les femmes jouiraient de tous leurs droits. Voilà la vérité que personne n'ose dire sur cette décision historique de l'ONU. Merci pour tous vos commentaires qui enrichissent le débat. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la situation. Mais attention, ce que je vais vous révéler dans la prochaine vidéo va encore plus loin. Les véritables raisons derrière cette décision de l'ONU restent cachées et je vais tout vous dévoiler. Restez connectés.